Le grand débat avec Francis Laloupo. Bonsoir à toutes et à tous et bon début de semaine. Bienvenue dans le grand débat. Merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h heure de Paris. Il y a un numéro de téléphone, vous le connaissez, un numéro de téléphone pour nous joindre. On va vous le rappeler, c'est le 01 55 07 58 00 depuis la France ou le 00 33 1 55 07 58 00 depuis d'autres pays du monde. Vous le savez, le grand débat, c'est chaque jour du lundi au jeudi. L'actualité internationale commentée, analysée et débattue sur la radio africaine. Vous pouvez bien sûr intervenir comme d'habitude en direct sur notre page Facebook, facebook.com/le grand débat. Africa numéro 1, le grand débat, Francis Laloupo. Au Togo, l'improbable dialogue entre le pouvoir et l'opposition. La contestation ne faiblit pas au Togo où 14 partis de l'opposition ont organisé 3 jours de manifestations la semaine dernière dans 17 villes à travers le pays. Alors que de nouvelles manifestations sont prévues cette semaine, le chef de l'État, Foya Singbe, a proposé vendredi dernier la tenue d'un dialogue à l'ensemble de la classe politique. Mais à quoi pourrait ressembler un tel dialogue dans un contexte politique dominé, on le sait, par une profonde crise de confiance entre les différents protagonistes? Que penser de l'attitude de la communauté internationale qui semble conserver une distance prudente à l'égard de ce foyer de tension en Afrique de l'Ouest? Enfin, les Togolais disposent-ils aujourd'hui des ressources nécessaires pour résoudre cette crise aux allures inédites? Réponse à ces questions et à bien d'autres dans ce grand débat avec nos invités. L'émission est réalisée par Hélène Bizio. Africa numéro 1, le grand débat. On trouve également le grand débat sur facebook.com/le grand débat. Nos amicales salutations à tous ceux qui nous écoutent en Europe, en Afrique, aux Amériques. Mention spéciale à ceux qui nous écoutent aujourd'hui à Lomé, à Dakar, à Lubumbashi, à Washington DC, à New York, à Édimbourg, encore à Montréal. Et on va citer quelques de nos amis qui nous ont rejoints sur Facebook. Ardalo Beverly Hills, Nora, c'est son nom, Mohamed Diallo, Kossi Maounio, Christian Amenouvi, Séraphin Djuntou, Ulrich Brudé, Nguma, Daniel Avuka, Majaliwa Epango Mukandama, Jean-Frédéric, Donatien Bogali Rama, Mala Bemba et Alida Kelia qui ont rejoint la communauté des co-débatteurs du Grand Débat sur facebook.com/le Grand Débat. Merci d'être avec nous. Et toujours et encore une pensée forte à nos amis du Burundi. Le grand débat, analyse, décryptage, coup de gueule, commentaires. Le grand débat sur Africa numéro 1. L'improbable dialogue entre le pouvoir et l'opposition au Togo, selon un bilan établi par l'AFP, 16 personnes, dont des adolescents et 2 militaires ont été tués depuis le déclenchement de la crise en cours au Togo en août dernier. Plusieurs blessés graves ont été signalés dans diverses localités du pays. Des milliers de personnes ont de nouveau manifesté la semaine dernière à travers le pays et de nouvelles marches de l'opposition sont prévues cette semaine. Alors que le président Foya Singbe en appelle à un dialogue entre tous les acteurs politiques, l'opposition maintient ses revendications. Et au cœur de ces revendications, le retour à la Constitution de 1992 et le départ du pouvoir du président Yasingbe. Le point sur cette crise, sur la situation au Togo, avec nos invités dans ce grand débat. Nous recevons ici en studio avec nous notre confrère Jean-Paul Agbo Arouelete. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du CONAP, c'est le Conseil national des patrons de presse. Vous êtes directeur de la publication du journal Focus Info à Lomé. Vous êtes de passage à Paris, il faut le préciser. Oui, c'est ça. Merci d'être avec nous. Et au téléphone, depuis quelque part en France, Nicolas Babina. Nicolas Babina, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes représentant en France de l'UNIR, c'est l'Union pour la République, le parti au pouvoir au Togo. Et au téléphone avec nous depuis les Pays-Bas, Gaëtan Baptiste Joumaro, bonsoir. Bonsoir. Merci Gaëtan. Vous êtes secrétaire national de l'ANC Togo à la diaspora et aux relations extérieures. L'ANC, c'est l'opposition au Togo. On va commencer avec vous, Jean-Paul Agbo Arouelete. Dans une interview au magazine Africasie, vous avez affirmé récemment que, je cite, le dialogue est la voie la plus crédible et la plus pérenne dans la situation actuelle dans votre pays. Alors, selon vous, quels peuvent être les éléments de ce dialogue alors que les positions du pouvoir et de l'opposition semblent pour l'instant irréconciliables? Oui, une question essentielle à régler comme préalable, c'est celle que vous avez posée en introduction, c'est la crise de confiance. Aujourd'hui, la situation est marquée par la crise de confiance qui s'explique aussi par les multiples dialogues que le Togo a connus depuis, pour faire simple, depuis les années 2000. Et qui n'ont pas véritablement abouti à résoudre de façon définitive la crise. Et donc, de ce point de vue, on peut comprendre les réticences, les hésitations de tous ceux qui pensent
on a suffisamment dialogué au Togo pour continuer à le faire. Mais en même temps, vu la situation, vu le contexte, vu les positions qui semblent aujourd'hui irréconciliables, il me semble que le meilleur moyen de s'en sortir, c'est de trouver un minimum de consensus qui passerait. Oui, allez-y, oui. Oui, un minimum de consensus qui passerait par ce que moi j'ai appelé dans un édito les petits pas de chaque camp, pour sortir le pays de cette situation qui, disons-le, commence un peu à exaspérer la population. L'opposition demande toujours le retour à la Constitution de 1992, pardon. Jean-Paul, alors, vous qualifiez dans cette interview, cette demande de slogan. Pourquoi vous appelez ça un slogan? Je vous cite, le retour, vous parlez du slogan du retour à la Constitution de 92. Est-ce que vous doutez de la pertinence de cette demande? Non, de toutes les façons, à partir du moment où un groupe de formation politique porte cette aspiration-là, elle me paraît légitime. Mais après, c'est la transformation d'une aspiration légitime en un, j'allais dire, un résultat concret. C'est là où je m'interroge. Vous ne croyez pas? Parce que si on remonte pas plus tard qu'il y a 5-6 mois en réalité, les revendications que portait notamment le chef de file de l'opposition et puis d'autres concernaient essentiellement, j'allais dire, 2 revendications emblématiques. La limitation du mandat présidentiel et l'élection à 2 tours, et puis d'autres, comme la recomposition de la Cour constituée avec l'élection par ses pairs du président, et puis d'autres. Donc, il n'y avait pas une fixation sur le retour à la Constitution de 92. C'est apparu dans le débat public togolais depuis le 19 août et la manifestation qu'a organisée le PNP et de Tikpi Achadam. Et cette revendication est devenue le cœur central finalement des revendications de l'opposition. Parce qu'elle porte finalement cette revendication, je dirais, une autre aspiration de ces Congolais qui manifestent aujourd'hui, c'est le désir d'alternance. Oui, bien sûr. Il faut le dire très clairement. Je pense que l'alternance peut aussi se réaliser. Enfin, c'est la fin du régime Yassingbe. Il faut dire les choses tout simplement. Retour à la constitution de ce que rejettent les gens, c'est en finir avec ces 50 années du même régime. Oui, bien sûr, il y a cette demande n'est qu'un instrument de cet instrument. Oui, c'est pour ça, quelque part, je parlais de slogan, parce que derrière l'exigence de retour à la constitution de 92, en réalité, c'est le désir d'empêcher une nouvelle candidature de Faure Gnassingbé. Cette aspiration, je dirais à l'alternance, au Togo, compte tenu de l'histoire de ce pays, 50 ans de même régime, de père en fils, est-ce qu'aujourd'hui ça vous semble légitime ou pas? Est-ce que ça c'est négociable dans le cadre d'un dialogue? Non, il me semble que l'alternance fait partie intrinsèque de la démocratie à partir du moment où on considère qu'on est sorti du régime de parti unique au Togo et qu'on est dans une démocratie, même imparfaite. Il faut qu'il y ait alternance parce que l'alternance fait partie de cette démocratie. Maintenant, comment on y aboutit? Par les élections, par une série de processus, j'allais dire. Et de ce point de vue aussi, j'allais ajouter que au-delà de la question du scrutin à 2 tours, au-delà même de la question des limitations de mandat, il se pose une question essentielle à laquelle dont personne ne parle aussi, c'est le cadre électoral, parce que l'alternance aussi, ne peut aussi se réaliser que lorsque le cadre électoral le permet. Donc, ça peut faire partie des sujets dont un dialogue peut se saisir. En fait, vous voulez dire que la meilleure des constitutions ne garantit pas forcément la crédibilité des résultats des urnes. Exactement. Bien sûr. On va se tourner vers nos autres invités. Nicolas Babina, représentant de l'UNIR. Mais avant cela, j'aimerais écouter Gaëtan Baptiste Zoumaro, qui est aux Pays-Bas, secrétaire national de l'ANC Togo à la diaspora et aux relations extérieures. Gaëtan Baptiste Zoumaro, alors qu'est-ce que vous pensez de cette offre de dialogue du président Faure Gnassingbé? On le disait, dans un pays évidemment où de nombreux dialogues ont été engagés depuis les années 90, dialogues qui n'ont jamais permis d'ailleurs de normaliser
ou simplement apaiser la situation politique dans votre pays? Oh ben, écoutez, ce que j'en pense, c'est très simple. Le pouvoir cherche à gagner du temps. Le pouvoir cherche à jouer sur la carte de l'usure, croyant que les manifestations vont s'estomper une fois qu'on aura engagé un dialogue un marché de dupes, quoi, un dialogue de jour ou un marché de dupes. Et j'en veux pour preuve, juste après, quelques jours après cette offre cette soi-disant offre de dialogue, Faure Gnassingbé est parti dans un camp militaire à Téméga pour tenir un discours belliqueux, promettant feu et foudre aux manifestants, qu'il a carrément assimilés à des terroristes. Je ne vois pas, dans ces circonstances, comment est-ce qu'on peut prétendre tendre la main quand ce genre de discours. Mais de toutes les façons, pour nous, il n'a jamais été question de ne pas dialoguer. Nous avons posé juste un préalable, c'est que ce dialogue porte sur les conditions de départ du chef de l'État. Nous sommes prêts à tout moment à aller dialoguer une fois que ce prérequis est intégré par les uns et les autres. Et vous savez très bien que, évidemment, ce prérequis est inacceptable par le pouvoir en place. Ah ben ça moi, j'en sais rien. Enfin, bon, vous le savez, je veux dire. Parce que alors, on essaie d'analyser la voie de sortie possible de cette crise. Hein. On voit bien que, je parlais de conditions, de positions irréconciliables. Là, vous démontrez manifestement qu'elles sont réellement irréconciliables. Il n'est pas jusqu'à présent dans la nature du régime en place de dire, voilà, on jette l'éponge, Faure Gnassingbé se retire, on remet le compteur à zéro, on remet tout à plat et on fait une révolution culturelle et politique au Togo. Enfin. De toute façon, nous n'avons jamais varié d'un iota. Quant à nos revendications, c'était connu dès le début. Il y en a qui semblent insinuer que nous durcissons la ligne. Non, nous ne la durcissons pas. Nous restons collés à la ligne du peuple. Et le peuple qui est sorti, le peuple qui a décidé qu'il en avait assez de ce pouvoir, a été très clair dès le début. C'est le retour à la Constitution de 92 avec effet immédiat, avec application immédiate. Et ça veut dire, au fond, que le peuple dit écoutez, 50 ans, c'est assez. On veut maintenant la démission de Faure Gnassingbé et s'asseoir autour d'une table pour régler les conditions de sa démission et régler les conditions les détails d'une transition vers un nouveau régime. Vous parlez bien d'une démission immédiate, non pas à l'issue de ce mandat. Oui. C'est ça, d'accord. Une démission immédiate. Vu que le troisième mandat, n'est pas inscrit dans la Constitution de 92 qu'on réclame. Le bon sens voudrait que si on dit retour à la Constitution de 92, les conséquences immédiates soient tirées. Je ne crois pas que ce soit difficile à comprendre. Ce qui signifie donc en fait que vos revendications invalident de fait le mandat qui est en cours. Le mandat qui est en cours n'est de toutes les façons pas valide. D'abord, je ne vais pas revenir sur les conditions. Non, mais il faut le dire clairement pour les auditeurs, pour qu'on comprenne bien ce qui se joue au Togo. C'est pour ça que je vous pose cette question-là. Voilà. Pour nous, le troisième mandat de Faure Gnassingbé dans une région où toutes les constitutions, y compris celle du Togo de 92, qui a été illégalement toilettée, font que nous ne pouvons que dire que ce troisième mandat est au fond illégal et illégitime. Restez avec nous, Gaëtan Zoumaro. Je me tourne vers Nicolas Babina, représentant en France du parti au pouvoir, un parti uni, Union pour la République. Nicolas Babina, alors, un dialogue, pourquoi faire dans ces conditions? Pour sortir de la crise. Oui, ça on avait compris, mais pour sortir de la crise. Quels sont les éléments dont on discute dans ce dialogue? Comment on va faire? Je vais revenir un peu en arrière, si vous me le permettez. Allez-y. Parce que les deux intervenants ont fait état de légitimité de la demande de retour à la Constitution de 92. Je ne pense pas que le fait qu'une partie de l'opposition togolaise demande quelque chose constitue en soi une légitimité. Oui, mais l'autre partie n'est pas plus légitime que celle d'en face, je veux dire. Ce sont des Togolais aussi. Bien sûr. Oui. Mais donc toutes les parties togolaises sont respectables dans leurs revendications.
Absolument. Ben, alors je vais évoluer dans mon raisonnement. 50 ans, ça suffit. Je ne crois pas que ce soit aussi un argument suffisant. On me dit qu'il y a eu plusieurs dialogues et qu'à chaque fois, ça n'a pas abouti. Et on sait qui a fait, pourquoi ces dialogues n'ont pas abouti. Aujourd'hui, on est encore devant le même scénario. Et je crains que les mêmes causes produisent à nouveau les mêmes effets. Pourquoi? Parce que l'opposition, après le 19 août, s'est promenée un peu partout pour dire que le pouvoir ne veut pas engager une négociation, ne veut pas de dialogue. Quand on sait la péripétie de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale et que l'opposition ait choisi de déserter l'Assemblée nationale pour adopter la démocratie de la rue, on sait qu'ils ne veulent pas du dialogue. Alors ils se sont promenés un peu partout dans la région pour dire au chef d'État que c'est le pouvoir qui ne veut pas du dialogue. Or, tout le monde est bien conscient que le pouvoir, le gouvernement a fait des propositions pour la sortie de crise avec un projet de modification de constitution. Oui, mais qui n'a pas été accepté par l'opposition, voilà. Qui n'a pas été accepté. Pour ça, ils ont demandé le dialogue. Alors, le président et le gouvernement ont fait une offre de dialogue. Et depuis, l'opposition est en train de traîner à nouveau les pieds. Non, mais l'opposition ne traîne pas les pieds, l'opposition marche chaque semaine et l'opposition demande essentiellement. Alors, c'est peut-être pas facile pour vous à entendre, mais il y a deux revendications, il y a deux éléments au cœur de cette revendication. C'est le retour à cette constitution de 92 et le départ de Foya Singbe. On imagine bien que pour vous, ce sont deux éléments inacceptables. Je crains que des préalables soient facteurs d'échec du dialogue. Donc, quand on veut aller au dialogue, on ne peut pas poser des conditions fixées, intouchables. Mais ces conditions sont au cœur de la crise. C'est la source même de cette crise, en fait. Ben, on va au dialogue et on va voir ce qu'on peut, comme on vient de dire. Et vous croyez à ce dialogue, vous? Moi, je pense que le gouvernement a fait un grand pas vers l'opposition, qui plutôt recule au lieu de faire même ne serait-ce qu'un petit pas vers le gouvernement. On va demander aux autres intervenants ce qu'ils en pensent. Jean-Paul Agbo a relaté. Vous pensez que le gouvernement a fait, œuvre de bonne volonté, si je puis dire, a fait un grand pas en avant, comme vient de le dire M. Babina? En tout cas, le gouvernement a montré des signaux d'apaisement, justement, en tendant la main, parce que ça fait plusieurs semaines que un certain nombre de personnes interpellaient le président de la République, en l'occurrence, pour prendre une initiative pour permettre de sortir de la crise. On était dans un statu quo intenable et les gens attendaient que le président de la République prenne une initiative, qui parle et qu'il ouvre un dialogue. On parlera tout à l'heure de son discours qu'il a prononcé la semaine dernière. On va le décrypter parce qu'il est intéressant. Donc, l'initiative a été prise. Moi, je comprends que la première réaction, même si ça semble un peu évoluer, a été d'accueillir cette offre de dialogue de façon très fraîche. Mais fondamentalement, je ne pense pas qu'on puisse, de façon pertinente, poser comme préalable que les discussions ne peuvent que tourner autour des conditions de départ d'un président de la République qui, je le rappelle tout de même, en 2015, a participé à une élection à laquelle le chef de file de l'opposition aussi a participé, dans les conditions que tout le monde sait. Et certains, dont Tipi Achadam, avait dénoncé les conditions mais le chef de file de l'opposition, par exemple, a en toute connaissance de cause participé à ces élections. Donc, il semble quand même un peu curieux que, après avoir participé à ces élections et après avoir été battu dans ces conditions-là, qu'il demande la démission de quelqu'un qui a été son
son adversaire. Il faut dire qu'il a pris le train de la nouvelle contestation en cours au mois d'août dernier. Oui, c'est pour ça que je dis que la question qui est posée... C'est quand même le Parti national panafricain, le PNP, qui est aujourd'hui la locomotive de cette contestation. C'est ça. Donc, on en revient au dialogue. Ce qui est posé, c'est une question politique, c'est pas une question juridique. On peut pas dire... C'est une question politique. Parce que lorsqu'on va faire un retour à la question de 92 et que le président de la République doit de suite démissionner, tout ça. Si on s'enferme dans du juridisme, on s'en sortira pas. Donc la question qui est posée, c'est une question politique et ce n'est que lors d'un dialogue qu'on peut véritablement la trancher. La question est essentiellement politique, bien sûr. Alors il faut dire que la semaine dernière, le président togolais Faure Gnassingbé a clairement accusé l'opposition d'être responsable des actes de violence qui ont marqué ces manifestations depuis août dernier. Il a déclaré que, je cite, ceux et celles qui organisent ces manifestations portent la lourde responsabilité des victimes que les participants ont faites et des dégâts qu'ils ont causés. Fin de citation. Alors pourquoi le pouvoir a-t-il choisi, depuis plusieurs semaines, de désigner systématiquement les manifestants comme les seuls responsables des violences survenues lors des manifestations dans ce pays? Et est-ce que vous pensez, messieurs, que c'est la meilleure manière de désamorcer cette crise? On en parle après la publicité. À tout de suite. Le grand débat, 18h, 19h, avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. L'improbable dialogue entre le pouvoir et l'opposition au Togo. Nous en parlons avec nos invités depuis les Pays-Bas. Gaëtan Bati-Zoumaro, secrétaire national de l'ANC Togo à la diaspora et aux relations extérieures. L'ANC, c'est l'opposition, parti de l'opposition au Togo. Nicolas Babinet est avec nous au téléphone, représentant en France de l'UNIR, c'est l'Union pour la République, parti au pouvoir. Et Jean-Paul Agbo Awelete est avec nous ici en studio, président du CONAP, c'est le Conseil national des patrons de presse au Togo. Il est directeur de la publication du journal Focus Info. Avant de rejoindre Gaëtan Bati-Zoumaro, je veux votre réaction rapidement, Jean-Paul Agbo, sur ces propos du chef de l'État togolais la semaine dernière, accusant systématiquement l'opposition d'être donc responsable des troubles, enfin des violences qui ont émaillé ces manifestations depuis août dernier. Est-ce que c'est de bonne politique que de désigner systématiquement l'opposition depuis des semaines? Parce que d'autres porte-voix, d'autres porte-parole du pouvoir l'ont fait depuis plusieurs semaines, désignant l'opposition comme des fauteurs de troubles et de violences dans le pays depuis plusieurs semaines. En tout cas, les deux parties se renvoient la balle sur la question de la violence. Et je crois que le meilleur moyen, encore une fois pour revenir au dialogue, c'est d'apaiser la situation, non seulement à travers les discours, mais également à travers un certain nombre d'actes et de signaux que les deux camps doivent s'envoyer. Et le discours du chef de l'État est intervenu aussi, il faut le rappeler, dans un cadre et dans un contexte qui est celui, comme vous l'avez dit au départ, au début de l'émission, de la mort, du lynchage de deux militaires. Je crois que c'est dans ce contexte-là que ce discours aussi est intervenu. Et donc, il faut, pour ma part, le considérer comme ça, et j'espère que ça ne va pas impacter sur l'offre de dialogue, parce que justement, si on continue à voir chaque camp s'enfermer dans ce genre de choses, on ira d'escalade en escalade, et je ne vois pas trop comment le pays pourra s'en sortir. Il s'est aussi adressé, le chef de l'État, à l'armée la semaine dernière, en lui renouvelant sa confiance totale, je cite, et en indiquant qu'avec cette armée, je cite toujours, sans faiblesse, nous saurons ensemble répondre à toutes les menaces ou actions terroristes qui pourraient toucher notre nation. Gaëtan Bati-Zoumaro, qu'est-ce que vous pensez de ce discours? Comment l'interprétez-vous, cette adresse à l'armée? Pourquoi faire appel à l'armée dans un pays, dans le cadre d'une crise intérieure? Votre question renferme en elle-même la réponse. C'est le mépris total que le chef de l'État a pour la population togolaise. Voilà une population qui, depuis 3 mois, et je dirais même plus loin, qui, depuis le début du règne de M. Faure Gnassingbé, voilà une population qui se fait écraser, martyriser, violenter, tuer par des éléments d'une armée, et que tout bonnement, ce même chef de l'État va, au sein d'une caserne militaire, tenir un discours flatteur pour cette armée, et passe
carrément, sous silence, mis à part une ou deux phrases, les victimes civiles que cette armée a tuées. Alors, pour nous, c'est vraiment une sorte de déclaration de guerre que le chef d'État fait à l'encontre de la population togolaise. Et quand j'écoute... Déclaration de guerre, vous dites. Carrément une déclaration de guerre, parce que quand on assimile des manifestants à des terroristes et qu'on demande à cette armée d'être prête à réprimer ou en tout cas à aller en guerre contre ces terroristes-là, je ne vois pas comment je pourrais qualifier cela d'autre. Oui. Mais quand j'entends M. Agbo, mais excusez-moi beaucoup, quand j'entends M. Agbo reprendre les mêmes termes, parler des militaires, des 2 militaires qui ont été malencontreusement tués, et n'a même pas une pensée pour des enfants de 9 ans qui sont tués par ce régime, je me demande où M. Agbo a vécu, dans quel trou il a vécu ces 10, 15 ou 20 dernières années. Je ne comprends pas le parti pris de gens qui se disent journalistes, qui se disent en principe observateurs de la scène politique et qui délibérément, face entre une victime et un oppresseur, choisissent le camp de l'oppresseur. Ça, j'ai du mal à l'intégrer. Et j'ai d'autant plus du mal à l'intégrer que M. Agbo doit, vous l'avez présenté comme patron de presse, il doit sa carrière à des manifestations comme celle-ci qui, en 90, ont ramené et le multipartisme, et la libéralisation de la presse, et la liberté d'expression au Togo. Aujourd'hui, il a beau jeu de traiter avec mépris les manifestants, mais moi je lui dis qu'il se rend complice de ce régime en tenant les propos qu'il tient. Il va vous répondre tout à l'heure, mais avant cela, j'aimerais demander à Nicolas Babina. Nicolas Babina, est-ce que ce n'est quand même pas excessif de parler d'actions terroristes, comme l'a fait le chef de l'État togolais la semaine dernière? Je rappelle que lors du congrès de notre parti à Lomé, le président a adressé ses condoléances aux familles éplorées et a demandé une prompte guérison pour les blessés et il a exprimé sa compassion pour les familles concernées. D'accord, je n'ai pas les éléments pour vérifier, mais sur la question des actions terroristes, parce que de nos jours, vous savez très bien comment, à quel point le terme terroriste est connoté, vous le savez très bien. Maintenant, il s'agit du chef des armées qui parle. Oui. Il s'agit du président de la République qui parle. Oui. Le président de la République, chef des armées, dispose des informations que nous n'avons pas, vous et moi. Non mais attendez, ce que vous dites là, quand même... En connaissance est-ce que depuis le mois d'août dernier, vous avez le sentiment vous-même que les manifestants, ceux qui défilent ou marchent depuis plusieurs semaines, se comportent comme des terroristes sur le sol de votre pays? Écoutez, je vous dis que le président a connaissance de cause pour tenir ses propos. Oui, mais enfin, écoutez, ces éléments-là ne sont pas aujourd'hui disponibles. Quand pendant 5 ans, Jean-Pierre Favre a marché dans les rues de Lomé, on n'a jamais taxé les manifestants de terroristes. Si ce terme est apparu aujourd'hui, il me semble bien que chacun doit bien ouvrir ses yeux. Donc ça ne vous choque pas? Bien ouvrir les oreilles. Ça ne vous choque pas? Mais ça ne me choque pas parce que le président a connaissance des éléments que nous, on saura bientôt. Bon, d'accord. Oui. Enfin, bon, je vous pose la question autrement. Est-ce que c'est de bonne politique aujourd'hui de désigner l'opposition comme responsable, comme seul responsable des troubles et des violences et de qualifier ces manifestants de terroristes? Est-ce que c'est de bonne politique lorsqu'on fait une offre de dialogue? Le président a toujours mené une politique de dialogue avec la main tendue constante. La dernière preuve est la main tendue qu'il a faite avec les concessions unilatérales préalables qu'il a faites. Alors même qu'il de quelles concessions? On a levé par exemple les charges qui pesaient contre le chef de file de l'opposition. On a libéré une quarantaine de personnes sur 400
qui étaient jugés et condamnés. Oui. On les a libérés. Ça, c'est des actions d'apaisement. Oui, d'accord, d'accord, très bien. Ok, j'entends bien. Jean-Paul Agbo, à moins que vous vouliez répondre à M. Zoumaro, qui est avec nous depuis les Pays-Bas, mais qu'est-ce que vous pensez-vous de cette qualification, je veux dire, des actions de l'opposition ces actions qualifiées d'actions terroristes? D'abord, est-ce que dans le contexte actuel, est-ce que c'est de nature à apaiser les humeurs? Non, je ne pense pas. Je crois que je répondrai d'abord par rapport à ce que le représentant du NIR a dit. Je n'ai pas les éléments qui permettent au chef de l'État de considérer en partie les manifestations comme pouvant relever du terrorisme. Oui, c'est le thème qui est employé. En tout cas, in fine, il est vrai que ça ne participe pas à apaiser les choses. Quant à ce que monsieur le représentant de l'ANC dit, je ne sais pas si ça vaut la peine de répondre. Oui, parce qu'il vous a apostrophé personnellement. Oui. Ça ne m'étonne pas. Je voudrais simplement dire que il n'a pas le monopole de la compassion et que chacun essaie de faire son métier de façon professionnelle et que les enregistrements de cette émission sont là pour que chacun se fasse l'idée par rapport à ma réponse à une question précise qui a été posée et à laquelle j'ai répondu en disant que le discours du chef de l'État est intervenu dans un contexte qui est celui de la mort de 2 militaires. Et donc, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je ne veux pas rentrer dans une polémique stérile avec on va citer quelques messages d'auditeurs qui nous écrivent sur Internet. Daniel Badagbon Zogbe qui nous écrit ceci: le régime ou le système RPT UNIR se moque du peuple togolais. Il prône la paix et en même temps il envoie les soldats réprimer la population sans ménagement à Sokodé, à Bafilo et à Mango. Le régime parle de dialogue. Quels sont les contours de ce dialogue? Le peuple togolais réclame la constitution originelle de 1992 et le vote des Togolais de la diaspora. Foya Singbe a tort d'imputer la responsabilité des différentes exactions à Sokodé à la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. Ces exactions sont survenues la nuit de l'enlèvement de l'imam. Bon, ça c'est évidemment l'imam qui avait été arrêté plutôt il y a quelques jours, il y a 2 semaines à peu près. À Sokodé, me semble-t-il, si ma mémoire est bonne. Voilà, en tout cas, c'était signé ce message. Daniel Badabon Zobé. Autre message, celui de Thomas Lumumba Sankara, qui écrit ceci, je le cite: quand on connaît un interlocuteur imprévisible, on doit être prudent. Au temps des Yadema, plusieurs dialogues étaient restés sans issue avec Foya Singbe. L'APG, c'est l'accord politique global de 2006, n'a jamais été touché d'un iota. Comment ne pas être méfiant, écrit Thomas Lumumba Sankara. On marque une pause, messieurs. On revient après la publicité pour la suite et fin de ce débat, de cette édition du Grand Débat consacrée à cet improbable dialogue entre le pouvoir et l'opposition au Togo. À tout de suite. De 18h jusqu'à 19h, le Grand Débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Quelles sont les voies de sortie de crise au Togo? Un dialogue politique est-il encore possible entre le pouvoir et l'opposition au Togo? Ce sont les questions au cœur de ce grand débat. Et nous en parlons avec Jean-Paul Agbo, président du Conseil national des patrons de presse au Togo, directeur de la publication du journal Focus Info. Par téléphone, Nicolas Babinet avec nous, représentant en France de l'UNIR, l'Union pour la République, le parti au pouvoir au Togo. Et au téléphone, depuis les Pays-Bas, Gaëtan Bati Zoumaro, secrétaire national de l'ANC Togo à la diaspora et aux relations extérieures, que nous allons écouter dans quelques instants. Mais avant cela, un message qui nous parvient sur Twitter. Et l'homme Ekwe qui nous écrit, Monsieur Babina, notre invité donc, confirme que le président Foya Singbe est le chef des armées, donc qui est responsable de tous les morts tombés sous les balles de cette armée. Où dialogue-t-on, écrit l'homme Ekwe, où dialogue-t-on avec l'armée dans les rues? Main tendue, arme au bout, s'interroge-t-il. C'est signé l'homme Ekwe sur Twitter, bien sûr. Et voilà, un autre message encore, toujours de l'homme Ekwe qui nous écrit: que met M. Foya Singbe à l'ordre du jour du dialogue auquel le RPT UNIR se dit prêt? Pourquoi dans le même temps il empêche les populations de Sokodé, Bafilo et Mango de manifester aux côtés de l'opposition?
Autre interrogation donc de Elon Mekwe sur Twitter. Voilà. Gaëtan Guati Zoumaro. Alors, finalement, l'opposition donc devrait manifester de nouveau cette semaine. Hein, d'autres marches sont prévues. Alors, avant d'aller, alors, comment dire, dans ce dialogue, est-ce que il y a inscrit dans ce dialogue, je dirais, le sort de ces victimes, parce que bon, une fois de plus, bon, si on part dialoguer, voilà, entre acteurs politiques, est-ce qu'il faudrait une fois de plus passer par pertes et profits les gens qui sont tombés pendant ces manifestations? Jamais, au grand jamais. Il faudra évidemment faire la lumière sur toutes les victimes. Je ne parle pas seulement des victimes tombées depuis le 9 août. Oui. Je parle de toutes les victimes de ce régime. Parce que nous n'oublions, nous par contre, aucune d'entre elles, que ce soit les 500 à 1000 morts, chiffre de l'ONU, qui ont accompagné l'arrivée de Faure Gnassingbé au pouvoir, oui. Que ce soit la répression qui, de manière permanente, s'est abattue sur le peuple togolais depuis son arrivée au pouvoir. Je ne vous rappelle pas les morts de la faune de Mango. Oui. Je ne vous rappellerai pas le citoyen tué, tout simplement parce qu'il protestait contre la hausse des prix du carburant, oui. et j'en passe et des meilleurs ou des pires. Alors, Gaëtan, on va avancer un peu parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission. Je voulais qu'on parle quand même des médiations. Hein. À oui. Quoi ont servi finalement toutes ces tentatives de médiation qui ont été menées de manière un peu informelle ou parfois formelle, hein, par les dirigeants de la sous-région ou les représentants de la CEDEAO ou encore de l'UEMOA. À quoi ont servi finalement toutes ces médiations depuis plusieurs semaines? Parce que finalement, voilà, la situation n'a pas tellement évolué. À pas grand-chose. Parce que, comme je vous le disais, nos revendications sont extrêmement claires et simples. Nous disons, nous voulons un dialogue, mais ce dialogue, nous ne voulons pas et nous ne pouvons pas le mener avec M. Faure Gnassingbé. Nous disons que M. Faure Gnassingbé, pour favoriser le dialogue entre Togolais, devrait tout simplement démissionner, ramener la constitution de 92 et qu'on s'asseye pour dialoguer de la transition vers un régime normal au Togo. Un régime normal. Bon, oui, un régime normal, parce que ce que nous vivons au Togo, seul pays d'Afrique, n'a jamais avoir connu une alternance. On ne peut pas qualifier ce régime de régime normal. C'est un état d'exception permanent que nous vivons au Togo depuis des décennies. Nous voulons, comme tous les autres pays de la sous-région, oui. ou même du monde, oui. avoir un régime normal où il est possible de faire une alternance au bout d'une élection crédible, claire. Très bien. On va faire un tour de table rapidement sur... Oui, Gaëtan, permettez-moi, je vous coupe, mais je voulais absolument évoquer ce communiqué conjoint de l'Union européenne, des Nations unies, des ambassades de France, des États-Unis et d'Allemagne, qui ont donc déclaré à travers ce communiqué accueillir, c'était la semaine dernière, accueillir positivement les mesures d'apaisement annoncées par le gouvernement togolais. Ces institutions ont appelé, je cite, les manifestants à témoigner de leurs convictions par des moyens pacifiques. Jean-Paul Ablo, est-ce que ce n'est pas là une critique implicite des manifestations de la part de ces institutions? Ça a été entendu comme ça. Je ne sais pas si c'est une critique, mais en tout cas, c'est un constat. Les manifestations globalement organisées sont pacifiques, mais on ne peut pas ne pas constater par moment et par endroit que les manifestations... De quelle mesure d'apaisement parle ce communiqué? Mesure d'apaisement du gouvernement? Je crois que la main tendue et puis les mesures de levée du contrôle judiciaire, de la libération d'un certain nombre de détenus justement dans le cadre des manifestations qui, comme je l'ai dit au départ, sont des signaux d'apaisement. Et je crois que c'est ce constat-là que font aussi... Vous admettez quand même que cette communauté internationale, c'était un peu le service minimum là quand même. Oui, vous l'avez dit dès le départ, ils ont un regard prudent sur la situation. Oui. Et je rappelle aussi que même avant cette main tendue, ils avaient publié déjà 2 ou 3 communiqués. Oui, dans la même tonalité. Dans lesquels clairement, ils appelaient aussi
à des discussions. Oui. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne peut pas s'en passer. Même quand j'écoute le représentant de l'ANC, l'analyse que j'en fais, c'est qu'on est dans une surenchère. Tenez, on dit, on va à un dialogue, mais les conditions, on va en discuter simplement des conditions de départ de l'interlocuteur, tout en lui demandant de faire revenir la condition de 92. C'est un peu ce que fait un peu le pouvoir aussi. Je rappelle que s'il veut discuter à ces conditions, pour faire revenir la condition de 92, oui. Il faut soit 4/5 de l'Assemblée, 4/5 que aujourd'hui l'opposition n'a pas, que UNIR n'a pas, et que c'est de façon consensuelle ou ensemble qu'ils peuvent le faire. Et donc, je ne vois pas trop comment UNIR va s'associer à l'opposition pour faire revenir la question de 92, tout en actant l'idée de la démission du président de ce parti. On voit bien que, je l'ai dit dans cette interview, que c'est un slogan et que l'essentiel, en réalité, on en a parlé dès le départ, c'est les réformes qui garantissent que désormais au Togo, cette particularité qui est l'illimitation du mandat n'existe plus, et qu'on ait une élection à 2 tours, et surtout qu'on ait un cadre électoral transparent accepté par tous. Parce que si on a ça, après, toutes les questions, selon moi, deviennent mineures. La vie politique togolaise ne va pas s'arrêter avec les réformes. On va avoir une vie politique simplement plus apaisée. En tout cas, à vous écouter les uns les autres, hein, ce n'est pas encore les dialogues, en fait, ce dialogue-là tel qu'il est proposé aujourd'hui, qui pourrait donc déboucher sur une sortie de crise au Togo, si jamais d'ailleurs ce dialogue intervenait. Il reste très peu de temps, je vais demander une conclusion provisoire forcément à Nicolas Babina et ensuite à Gaëtan Bati Zoumaro. Nicolas Babina, c'est à vous. Bon, merci de nous avoir donné une fois de plus l'opportunité de débattre sur les questions politiques de notre pays. Je tiens simplement à rappeler que la main tendue du président, comme toujours, doit être acceptée. Nous constatons que l'opposition traîne encore les pieds pour répondre à cet appel. Et je crains que l'opposition, une fois de plus, ait envie de faire capoter à nouveau ce dialogue qu'on souhaite, qu'ils ont souhaité, et que le président a accepté le principe. Avec plusieurs mesures d'apaisement, nous souhaitons pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt de notre peuple, que chacun essaye de mettre de côté son intérêt personnel afin de privilégier l'intérêt collectif, l'intérêt de notre pays qui est un bien à nous tous. Merci. Voilà. Merci beaucoup Nicolas Babina, représentant en France de l'Union pour la République, parti au pouvoir au Togo. Écoutez, merci d'avoir... C'est moi qui vous remercie. Voilà. Gaëtan Baptiste Omaro, une conclusion rapide s'il vous plaît. Oui, écoutez, la conclusion de M. Babina ne m'étonne pas. Je ne m'attendais pas à autre chose. Au fond, les uns et les autres, M. Babina et M. Yako, continuent de croire que l'opposition est différente du peuple togolais qui manifeste. Nous ne sommes pas autre chose que le peuple qui manifeste. Nous sommes l'incarnation de ce peuple et nous manifestons contre l'injustice et nous manifestons contre la misère dans laquelle ce régime nous a plongés. Au fond, la soi-disant main tendue et les mesures d'apaisement dont vous parliez ne sont pour nous en rien des mesures d'apaisement. Nos camarades, dont le député Manti, sont toujours embastillés, crèvent dans les prisons du chef de l'État. Et ils ont libéré 42 prisonniers, mais combien de centaines d'autres prisonniers, d'autres manifestants sont détenus dans les geôles du chef de l'État? Nous ne considérons pas ça comme des mesures d'apaisement. Il ne s'agit pas de choper les gens et de les libérer quelques semaines plus tard pour dire voilà, des mesures d'apaisement, allons au dialogue. Non. Très bien. Nous avons des revendications claires. Nous voulons un retour à la Constitution de 92 avec application immédiate. On a entendu. Nous voulons le vote de la diaspora. Bien sûr. Et nous ne fléchisserons pas. Nous ne parierons pas d'un iota. C'est bien noté. À ces prérequis avant d'aller au dialogue. Que cela soit dit et entendu par tous.
Cela a été dit par vous. En tout cas, Gaëtan Baptiste Jomaro, merci beaucoup. Vous êtes le secrétaire national de l'ANC Togo, à la diaspora et aux relations extérieures. Jean-Paul Agbo, Awelete, conclusion rapide en 30 secondes. Vous savez le faire, vous êtes journaliste. Oui, encore une fois, rappeler ma ferme conviction que le dialogue est la voie réelle pour résoudre cette crise et attendre de la classe politique de faire preuve de modération, de retour, même si la situation est exceptionnellement grave. Merci Jean-Paul, merci d'être venu. Vous êtes le président du CONAP, c'est le Conseil national des patrons de presse au Togo, directeur d'application du journal Focus Info, et bon retour au Togo, bien sûr. Merci à toute l'équipe du Grand Débat, chargée de production Stéphanie Hartmann, réalisation Hélène Bizio. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast dès ce soir grâce à Salah Eddine Gakou sur notre site africa1.com à la rubrique Le Grand Débat. Bonne soirée à toutes et à tous. À l'écoute d'Africa numéro 1, restez à l'écoute de tous les programmes bien sûr. Quelques temps forts ce soir, c'est à 19h20, la rediffusion du journal des auditeurs. À 20h, tout feu, tout foot avec la dynamique équipe que vous connaissez bien sûr. Bonne soirée à toutes et à tous et n'oubliez pas, prenez grand soin de la beauté des choses. Essayez en tout cas. Le Grand Débat sur Africa numéro 1. Le Grand Débat